Mardi dernier, en marge des traditionnels défilés du 1er mai, les rues de Paris sont le théâtre de scènes de guérilla urbaine. 1200 militants de l'ultra-gauche affrontent les policiers. On maintient à distance. Ils se revendiquent du Black Bloc et affichent des slogans révolutionnaires. Cagoulés et habillés en noir, ils détruisent les symboles du capitalisme. Ils mettent le feu à un restaurant McDonald's, saccagent un concessionnaire automobile, incendient des voitures. Ils cassent vitrines et panneaux publicitaires. Ces émeutes extrêmement violentes ne sont pas une première dans la capitale cette année. La CGT défend les salariés. Déjà le 22 mars dernier, lors d'une importante manifestation de cheminots et de fonctionnaires, un Black Bloc était présent. Ce jour-là, exceptionnellement, nos caméras ont été autorisées à suivre les opérations de maintien de l'ordre de l'intérieur. À la préfecture de police de Paris, la salle de commandement prend des allures de cellule de crise. On s'attend au pire. Et puis les images en second lieu, cette tenue. 10 h du matin, le préfet Michel Delpuech prépare ses équipes à gérer les émeutes du Black Bloc. Des groupuscules dont on peut noter la volonté d'action violente se formeront vraisemblablement en tête des cortèges. C'est ce qu'on appelle la théorie du Black Bloc. Je demande d'éviter le contact direct avec ces groupes violents. Pourquoi? Ce contact direct est recherché par ces personnes et recherché pour en découdre, pour agresser. La stratégie du préfet est défensive. Pas de contact pour ne pas envenimer la situation. En plus, il interdit aux policiers l'usage du flashball, appelé aussi lanceur de balles de défense. Deuxième consigne à laquelle je tiens particulièrement, pas de lanceur de balles de défense, pas de LBD. C'est une consigne très ferme que je vous donne. Les LBD ont déjà fait polémique en provoquant de nombreuses blessures graves chez des manifestants. Le préfet ne veut pas une autre victime qui alimenterait la haine anti-flic de l'ultra-gauche. Merci. Les autorités ne sont pas les seules à se préparer. À l'autre bout de la capitale, Zakaria Abdelkafi rassemble son matériel. Ça, c'est mon masque. C'est pour me protéger les yeux. Et là, j'ai mon foulard. Pour les gaz. Zakaria est syrien. C'est un photographe. Il couvrait la guerre dans son pays. Mais il a perdu l'usage d'un œil suite à un tir d'un soldat du régime. Il s'est réfugié en France en 2015. Depuis, il se sert de son expérience en zone de guerre pour photographier les manifestations violentes à Paris. Ça, c'est pendant la manifestation du 1er mai l'année dernière. J'ai pris cette photo. Je n'aurais jamais pensé voir un policier prendre feu devant moi. Surtout à Paris en 2017. Ce cliché d'un CRS en flammes pris par Zakaria a fait le tour du monde. Photographier le Black Bloc est devenu sa spécialité. Les Black Blocs n'autorisent personne à les photographier, à moins de les connaître. Et moi, ils me connaissent. Alors ils me laissent faire. Les manifestations officielles commencent dans 3 heures. Mais Zakaria a appris que des étudiants d'extrême gauche étaient en train d'organiser un rassemblement sauvage, place de la Nation. Zakaria sait que les Black Blocs se greffent régulièrement au regroupement de jeunes. Le cortège s'élance. Effectivement, en tête, un Black Bloc s'est déjà formé, derrière des banderoles renforcées. Ces hommes en noir détestent les médias. Certains militants n'acceptent pas les caméras. Au cœur du Black Bloc, Thomas. Lui n'est pas un photographe professionnel, c'est un militant anarchiste. Il utilise ses photos pour mettre en avant les actions des Black Blocs sur Internet. C'est quoi la photo que tu veux là? Là, un peu le genre de photo. Là, je sais pas, laisser faire plusieurs plans, les keufs, le cortège de tête, petit montage et puis mettre ça sur les réseaux.
Thomas milite dans l'organisation anarchiste Alternative Libertaire. Il soutient ses camarades. Leur cible, les symboles de l'économie libérale, comme cette banque. C'est beau. C'est beau? C'est beau. En tout cas, je peux comprendre de ras-le-bol. Moi, lorsque j'essaie de retirer 10 balles et que la machine me dit non, c'est pas possible, t'as pas le droit à un découvert parce que tu bosses pas, t'es pas étudiant. Oh, des fois, j'ai juste envie de la péter, la machine. Donc ensuite, je peux comprendre que c'est un ressenti global contre le libéralisme. Donc dans ces cas-là, ouais, j'ai bien envie de péter une vitrine. Je le fais pas, mais bon, il y a des camarades qui font à ma place, donc... Pour Thomas et les Black Blocs, ce n'est pour l'instant qu'un échauffement. Lors des manifestations officielles cet après-midi, l'action des hommes en noir va monter en puissance. Qui sont les Black Blocs? Plus qu'un mouvement idéologique, le Black Bloc est une technique de guérilla. Les hommes qui le composent s'habillent tous de la même manière, en noir, pour ne pas être identifiés par la police. Ça crée une imagerie aussi assez violente qui permet aussi d'impressionner la police et d'avoir un autre rapport de force déjà rien que visuel. Ils viennent de toutes les tendances de l'extrême gauche. Certains sont anarchistes, autonomes ou libertaires, d'autres marxistes-léninistes ou ultra-féministes. Leur point commun, la haine de l'État et du capitalisme. On va se battre contre ça, contre ce système et contre en fait, chacun des dirigeants et montrer qu'on n'en veut plus. Ils rêvent de mettre à bas le système et d'en découdre avec ceux qu'ils accusent de le défendre, les forces de l'ordre. On a des individus qui sont prêts à tuer, ça c'est sûr, des individus qui sont tellement radicalisés qu'ils sont prêts à aller très très loin. L'objectif affiché de ces idéalistes violents, construire un monde égalitaire et non marchand. Nous déposerons les armes, d'accord, mais d'abord nous devons créer un nouveau monde. Celui-ci ne marche plus. Les Black Blocs sont apparus en Allemagne dans les années 80. Mais c'est à Seattle, aux États-Unis, en 1999, lors du sommet de l'Organisation mondiale du commerce, que le grand public les a découverts. En France, c'est en 2009, lors du sommet de l'OTAN à Strasbourg, qu'ils sont apparus pour la première fois. Désormais, ils sont de presque toutes les manifestations sociales. Et ils agissent avec le soutien d'une partie des manifestants. J'ai pas peur, j'ai beaucoup plus peur de la police que des manifestants. Dernièrement, ils ont fait cause commune avec les zadistes pour défendre Notre-Dame-des-Landes et le projet d'un monde alternatif. Pourquoi vous venez nous faire chier, putain? Laissez nos camarades tranquilles et dégagez. Vous voulez vraiment qu'on vous tue, ouais? En France, ils seraient environ 2000. Pendant plusieurs mois, nous avons enquêté sur ce milieu ultra fermé. Ça me rappelle ce que je faisais lorsqu'on partait dans des manifestations violentes. Discrètement, on se cagoulait, en fait, on s'équipait. Certains ont accepté de s'exprimer pour la première fois devant nos caméras. On pleure beaucoup trop sur les flics qui sont cramés, sur les flics qui sont blessés. Quelques-uns de ces militants de l'ultra-gauche partent en Syrie. Ils prennent les armes aux côtés des Kurdes pour faire triompher leurs idées. Non, là t'es mort, pense à te baisser. Et peut-être les importer en France. Moi, je crois en la révolution mondiale. Je ne crois pas aux frontières, donc je pense qu'il faut répandre, il faut propager nos idées. Enquête sur la montée de l'extrême gauche radicale dans notre pays. Retour à Paris le 22 mars, le jour de la manifestation de cheminots et de fonctionnaires. Avant les cortèges officiels, des étudiants ont appelé à un rassemblement sauvage. Des Black Blocs sont en première ligne. Certains sont des amis de Thomas, le militant révolutionnaire. Les CRS tentent de les disperser avec des gaz lacrymogènes. Ça picote, mais ça réveille. Le Black Bloc a commencé à charger et puis ils ont répliqué avec des gaz lacrymo. Écoute, je pense que chacun adopte la tactique qu'il veut. Eux, ils sont plutôt dans une logique de confrontation directe. Je peux tout à fait le comprendre. Je respecte, hein, c'est une divergence stratégique, on va dire. Pourquoi?
Pourquoi je respecte Pourquoi tu respectes? Pourquoi toi tu t'y associes pas quand même? Bah, moi je m'y associe pas parce que je suis pas forcément là pour péter les trucs. Voilà, je suis plus là pour essayer d'être avec mon mouvement, mon orga, peut-être assurer aussi une présence, juste photographier. Les CRS essaient d'interpeller les fauteurs de troubles les plus violents. Mais le Black Bloc, conformément à sa tactique habituelle, se disperse après l'affrontement. Dans une rue voisine, un policier a plaqué un homme au sol. Un Black Bloc lui assène un coup de pied au visage, faisant sauter sa visière. D'autres manifestants tentent de libérer l'interpellé. Autour de la scène, les caméras sont partout. Les militants d'extrême gauche filment pour alimenter les réseaux sociaux. Il y a les journalistes, bien sûr, mais aussi des policiers avec des caméscopes. Ils récoltent des preuves contre les fauteurs de troubles. Tout est analysé à la préfecture de police de Paris. Ma consigne, comme je l'ai expliqué, c'est plutôt de travailler les images pour voir qui a dégradé quoi, pour faire des interpellations ensuite au vu des images. Les photos prises par les fonctionnaires sur le terrain sont aussi très utiles pour le commissaire divisionnaire Johanna Primevert, porte-parole de la préfecture de police de Paris. Elle les trie et elle les transmet aux médias. Les autorités veulent gagner la guerre de la communication. Il y a une optique de transparence avec une information en temps réel des médias sur les grandes manifestations. Souvent, les photos sont prises par les manifestants ou par les journalistes qui sont dans la manifestation. Les photos que nous avons, nous, sont prises évidemment du côté des forces de l'ordre et donc donnent un autre point de vue qui nous paraît important et intéressant de montrer aux médias. Il est 14h30. La manifestation sauvage des lycéens a été dissoute. C'est maintenant aux deux cortèges officiels, ceux des cheminots et des fonctionnaires, de s'élancer. Départ des cheminots. Le Black Bloc s'est reformé. 300 personnes cagoulées, qu'aucun service d'ordre syndical ne contrôle. Ils considèrent que ce n'est pas à eux de le faire. Du côté des manifestants, on est partagé. Il y a ceux qui condamnent leur présence. Nous, on n'est pas là pour faire de la violence, on est là pour exprimer notre mécontentement, rien d'autre. Certains, au contraire, justifient l'usage de la violence. Si la police provoque, il faudra répondre. Parce que la police, elle répond d'ordres qui viennent de l'État. Donc à un moment, quand on a besoin de se faire entendre, c'est une solution, oui. Pour Thomas, les Black Blocs ont leur utilité dans les cortèges. Il faut selon lui unir toutes les forces pour renverser le système. Moi, je pense que le Black Bloc peut être aussi important que les manifs historiques. Le plus important dans ce genre de manif, c'est d'être solidaire et que tout le monde se réapproprie les questions sociales. Côté police, nous sommes exceptionnellement embarqués avec une section de CRS. Elle est dirigée par le commissaire Maxence Crezat. À 30 ans, c'est un spécialiste des techniques de maintien de l'ordre. Le Black Bloc, il est constitué, vous allez descendre à bon repère. C'est ça, bon repère. Allez, vamos! Les hommes du commissaire Crezat se déplacent parallèlement au cortège qui avance sur le boulevard. Objectif, voir le Black Bloc, mais sans se faire voir. Il faut rester dans les rues adjacentes. La stratégie qui est retenue là, c'est celle dite du cheminement parallèle. S'il y a des dégradations, le préfet de police demande d'intervenir. Et là, boum, vous voyez, là, on glisse à droite. Et en 3 minutes, on est en capacité de rentrer, de prendre en charge sur l'itinéraire de la manifestation le Black Bloc. Le commissaire Crezat positionne son unité en embuscade, prête à intervenir. Voilà, les gars, on avance jusqu'au passage Cloutet. Un peu plus loin, sur le boulevard, une section de CRS s'est un peu trop aventurée à découvert, en bordure du cortège. Zakaria, le photographe syrien, sent que cela risque d'exciter le Black Bloc. Les policiers sont effectivement pris sous une pluie de projectiles. Ils les prennent à partie, il faut qu'ils s'occupent. Le conseiller police du préfet ordonne immédiatement le repli des CRS. Essayez de reculer, qu'ils ne vous voient pas, quoi, mais qu'ils ne puissent pas vous avoir à vue. Les CRS font marche arrière.
La stratégie du préfet est claire, ne pas aller au contact. Une section de CRS vient d'être prise à partie parce qu'elle est trop proche de la chaussée qui borde l'itinéraire. Donc l'instruction, c'est de les faire reculer pour pas que ça crée un point de fixation. Mais il est trop tard. Les CRS ont beau battre en retraite, les membres du Black Bloc prennent tout ce qu'ils ont sous la main pour le projeter sur les policiers. La situation dégénère. Le commissaire Creusat est envoyé en renfort contre le Black Bloc. Major, on avance, prochaine à gauche. Il positionne ses hommes et son lanceur d'eau. C'est qu'on a de la violence qui est débridée, vous voyez, là il y a de l'affrontement durable avec des gens cagoulés, gantés, équipés, qui maintenant depuis une quinzaine, une vingtaine de minutes ne sont là que pour l'affrontement. Pour protéger ces policiers, le préfet décide de changer de tactique. On fait comme on a dit, allez-y. Hein. Vous venez de donner quoi, comment? Je vais donner la consigne d'intervenir avec les moyens appropriés. Dans cette situation, les moyens appropriés, ce sont les canons à eau. Bon bah voilà, on en est là. Les sommations d'usage ont été faites. L'engin lanceur d'eau est en train d'intervenir. On a un vrai Black Bloc en face, il est constitué. Il y a 300 personnes, il y a eu des dégradations répétées sur le parcours. Le préfet de police a demandé d'intervenir promptement pour essayer de dissoudre ce groupe. Mais ce n'est pas si simple. Malgré les trompes d'eau qui s'abattent sur lui, le Black Bloc offre une forte résistance. Vous voyez un peu les projectiles qui sont lancés. On a des morceaux d'échafaudage, on a du pétard de gros calibre. Donc on est sur des gens qui sont là pour l'affrontement avec les forces de l'ordre. Zakaria est prêt à prendre tous les risques pour faire la meilleure photo. Attention. Cette guérilla urbaine ne l'impressionne pas. Tu sais, moi j'étais en Syrie. C'était la guerre là-bas. Il n'y a aucune commune mesure entre une pierre et une bombe. Quand on manifestait contre le régime, on nous tirait dessus à balles réelles. En Syrie, si tu manifestes, tu meurs. Après 40 minutes d'affrontement, le Black Bloc finit par se disperser. Les deux cortèges, des cheminots et des fonctionnaires, ont rejoint Bastille. C'est la fin de la manifestation. Il y a eu d'importantes destructions matérielles. Et mis à part cette manifestante touchée au poignet, aucun blessé grave n'est à déplorer. Pour le préfet, sa stratégie défensive a fonctionné. Le dur est fait. Globalement, on a eu les incidents que l'on pouvait craindre et que l'on avait anticipé avec ces groupes qui sont là pour harceler, pour en découdre et pour créer de manière gratuite de l'agitation. Les Black Blocs agissent partout dans le monde. Et vous allez voir qu'à l'étranger, des Français participent à des violences d'une toute autre ampleur. Hambourg, au nord de l'Allemagne. Cette grande ville d'1 800 000 habitants est la deuxième plus importante du pays, juste après Berlin, la capitale. En ce début juillet, cette métropole d'ordinaire très paisible est en pleine agitation, dans un quasi-état d'urgence. Certains quartiers sont complètement bouclés. Les riverains doivent changer leurs habitudes. En tant qu'habitant, on doit faire de grands détours. C'est un peu énervant. Dans le centre-ville, plusieurs zones ultra sécurisées sont interdites d'accès. C'est là que se tient le 12e sommet international du G20. Une rencontre annuelle entre les chefs d'État des 20 pays les plus puissants au monde. Emmanuel Macron, Donald Trump, Angela Merkel, Vladimir Poutine, tous ont fait le déplacement. Pendant 2 jours, ils vont décider de l'avenir de la planète.
Sauf que ces rencontres ne plaisent pas à tout le monde. Partout dans la ville, des slogans hostiles au G20. Pour une partie de l'ultra-gauche, ce sommet est le symbole à abattre du capitalisme et de la mondialisation. Hambourg s'attend à des manifestations extrêmement violentes. Les autorités ont déployé plus de 20 000 policiers et les habitants craignent le pire. La plus dangereuse nuit de Hambourg. Ce que redoute le gouvernement d'Angela Merkel, c'est la venue de Black Blocs de toute l'Europe. Hambourg est traditionnellement un des hauts lieux de l'activisme mondial d'extrême gauche. Elle y a un de ses principaux QG, dans le quartier alternatif Sankt Pauli, au Rote Flora, un théâtre devenu un squat politique depuis 1989. À 900 km du Rote Flora, à Paris, des activistes des Black Blocs se préparent à rejoindre leurs camarades allemands. Nous avons réussi à approcher certains d'entre eux. Nous sommes à 48 heures de leur départ. Martin est un personnage important de la mouvance d'extrême gauche. Il ne souhaite pas être reconnu. Il y a le Rote Flora, tellement c'est une institution, hein, il est noté sur Google Maps. C'est un des endroits qui a participé de la création des techniques de Black Bloc en fait. Hein, et, pour beaucoup en fait dans le milieu antifasciste, quelque part passer à Hambourg, c'est comme un pèlerinage. C'est complètement hallucinant de pouvoir avoir un sommet international qui se passe dans un endroit pareil. Pour tous les Black Blocs, organiser ce sommet à Hambourg, c'est une provocation. Sur sa tablette, Martin a identifié les lieux sensibles où se déroule le G20. Les 3 zones rouges, c'est donc cette étoile-là autour du Palais des Congrès et ce petit cercle-là autour de la Philharmonie de Hambourg. C'est autour de ces zones rouges que les militants prévoient des actions chocs. Est-ce qu'il y aura des cocktails Molotov? C'est fort possible qu'il y en ait. Après, en même temps, il faut une occupation de l'espace, une occupation du territoire et le plus d'actions possible. Et avec des actions très radicales. Le problème des Black Blocs, c'est qu'ils sont très surveillés par les services de renseignement. Tous ont peur d'être interceptés aux frontières par les autorités. Déjà en ce moment, toutes les frontières allemandes sont contrôlées. Toute personne qui passe va avoir fouille de sac total, etc. Comment passer la frontière? Et en fait, l'idéal, c'est de brouiller les pistes. Ne pas avoir quoi que ce soit qui puisse indiquer qu'on pourrait participer à des Black Blocs. C'est vraiment être en touriste le plus possible si on se fait arrêter, si on se fait interroger. Le lendemain matin, 3 autres Black Blocs ont accepté de nous dévoiler une partie de leur plan pour se rendre à Hambourg. Mais concernant leur vie personnelle, impossible de savoir s'ils sont étudiants ou jeunes actifs, ni de quoi ils vivent. Ils veulent rester discrets. Il y a 2 garçons et une fille, et ils ont moins de 30 ans. En cas de contrôle sur le chemin, ils vont raconter qu'ils traversent l'Allemagne pour aller visiter la Norvège. On va à Oslo, officiellement. D'accord. On a les cartes, on a tout ce qu'il faut et on doit passer par la mer pour aller à Oslo. On a ce qu'il faut pour passer, on a les cartes de Norvège. Guide du routard. Et vous pensez que ça va passer? On verra bien. Oui, je pense, oui. Pour ces Black Blocs français, il y a un ennemi à abattre à Hambourg, comme à Paris, la police. Enfin, la police est le bras armé de l'État. C'est un flic, il a choisi d'intégrer le système, d'être un chien de défense de l'ordre capitaliste en place et de tout faire pour protéger ses maîtres. On pleure beaucoup trop sur les flics qui sont cramés, sur les flics qui sont blessés. Pour faire la route jusqu'en Allemagne, ces Black Blocs vont se débarrasser de leur tenue et de leur cagoule. À Hambourg, les premières manifestations anti-G20 commencent. Dans un parc de la ville, nous retrouvons les militants français. Leur voyage s'est bien passé. Ils se sont déjà procurés de nouveaux habits noirs, la couleur de l'anarchie. On est tous habillés pareil, on est tous en noir. C'est ce qui donne cet effet un petit peu impressionnant. Hein. Ça crée une imagerie aussi assez violente qui permet aussi d'impressionner du coup la police et d'avoir un autre rapport de force déjà rien que visuel
qui peut impressionner en fait. Les Black Blocs attaquent toujours en groupe. Et comme à chaque fois, ils vont cibler tous les symboles du capitalisme. On va se battre contre ça, contre ce système et contre en fait, chacun des dirigeants. Vraiment montrer qu'on est presque jusqu'au boutiste là-dessus. Montrer qu'on n'en veut plus. Et là, la réaction face au capitalisme, ça va être de détruire une vitrine de banque, détruire un distributeur de billets. Demain après-midi, les activistes français rejoindront la grande manifestation intitulée Welcome to Hell, bienvenue en enfer. Ce rassemblement est l'événement anti-G20 le plus important de la semaine. Plus de 10 000 personnes sont attendues. Il y a 20 000 policiers pour nous contrôler, ici à Hambourg. Les Black Blocs se sont donné rendez-vous en tête de cortège. Devant eux, la police a déployé des moyens conséquents. Comme à Paris, les Black Blocs précèdent la manifestation officielle anti-G20. Mais cette fois, les forces de l'ordre sont trop nombreuses. Encerclés et pris au piège, les Black Blocs préfèrent s'enfuir. Le grand rassemblement Welcome to Hell n'aura pas duré très longtemps. Mais les Black Blocs ne comptent pas en rester là. À quelques rues de là, nous retrouvons l'un des Français. Il attend avec impatience la suite des événements, car il est déçu de ce premier affrontement avorté. Je comprends pas trop, quoi. C'était très bizarre, quoi. En France, on est bien moins organisé, on arrive à faire des trucs beaucoup plus forts, quoi. Ici, c'est l'inverse, ils sont très organisés et ça débouche sur rien, quoi. Le lendemain matin, les Black Blocs changent de tactique. Ils déclenchent plusieurs manifestations sauvages. Plus question de suivre les cortèges officiels déclarés aux autorités. Par petits groupes, ils s'éparpillent, entraînant derrière eux des centaines de sympathisants. Ils ouvrent ainsi plusieurs fronts. Les forces de l'ordre doivent se diviser. Elles vont très vite être débordées. Dans cette petite rue, les policiers se retrouvent en sous-effectif. Mais contrairement à Paris, même peu nombreux et sans bouclier, ils vont au contact des Black Blocs. Les Black Blocs ripostent, notamment avec un mortier de feu d'artifice. Les charges explosives peuvent blesser grièvement un homme. Elles rasent la tête des policiers, mais ils sont peu impressionnés et ils chargent. Finalement, pris sous une pluie de projectiles, ils préfèrent battre en retraite jusqu'à l'arrivée des renforts. Un manifestant est interpellé. En fin de journée, les militants de l'ultra-gauche se sont tous donné rendez-vous dans le quartier anarchiste de Hambourg. Après avoir allumé plusieurs feux, ils affrontent de nouveau la police par petits groupes. Les accrochages sont extrêmement violents. À la nuit tombée, les Black Blocs saccagent et pillent cette enseigne de supermarché. Les bouteilles d'alcool volées serviront d'armes contre les forces de l'ordre. Nous déposerons les armes, d'accord, mais d'abord nous devons créer un nouveau monde. Celui-ci ne marche plus.
Là, c'est l'action la plus importante depuis 22 ans. Les Black Blocs sont décidés à perturber le G20 jusqu'au bout. Dans cette rue, ils préparent une nouvelle bataille contre la police. Certains ramassent ce qu'ils peuvent pour ériger une barricade. D'autres fabriquent des projectiles en cassant des pavés. Les forces de l'ordre décident d'utiliser les canons à eau pour repousser les militants d'extrême gauche. Et les émeutiers finissent par se disperser. Au petit matin, le quartier se réveille avec la gueule de bois. Des dizaines de vitrines sont endommagées et les distributeurs de billets saccagés. Bilan des affrontements, 476 policiers blessés et 186 personnes arrêtées. Ce petit restaurant, situé à quelques mètres de la barricade érigée la veille, a été épargné. Mais sa patronne est sous le choc. C'était une catastrophe. On se serait cru à la guerre. Je n'ai jamais rien vu d'aussi violent. J'ai eu peur qu'ils cassent la vitrine. Mais tout ce qu'ils ont volé, c'est dehors, des chaises et des parasols. On a toujours peur qu'ils cassent les vitres et qu'ils rentrent à l'intérieur pour tout saccager. Pour découvrir qui sont les Black Blocs, nous avons rencontré un de ses anciens membres. Vous ne verrez pas son visage, car aujourd'hui, à 30 ans, il a refait sa vie. Même la plupart de ses proches ne connaissent rien de son passé violent. Ça me rappelle ce que je faisais lorsqu'on partait dans des manifestations violentes. Discrètement, on se cagoulait, en fait, on s'équipait. Paul a milité 6 ans à l'ultra-gauche, dans un groupe anarcho-autonome. Il était galvanisé par la haine de l'État et de sa police. Le but était de créer une révolution. Vous voulez affronter le système, vous voulez faire tomber l'État. En fait, c'est ce qu'on veut carrément, dans certains discours, c'est la guerre civile. Avec ses camarades révolutionnaires, Paul a participé aux émeutes du sommet de l'OTAN à Strasbourg en 2009. C'est son groupe qui a tourné ces images. Alors là, ici, on est au cœur du Black Bloc. Donc vraiment, avec nuage de lacrymogène, grenades assourdissantes, flashball. Vraiment, la technique d'assaut, c'était vraiment de les saturer de tout ce qu'on pouvait trouver. Morceaux de macadam, morceaux de ferraille, des marteaux, si on avait des marteaux aussi, des mortiers de feu d'artifice, des pétards puissants, des cocktails Molotov, des bouteilles d'acide chlorhydrique. Donc en fait, il y avait quand même des choses qui peuvent infliger des blessures très graves. Il y avait la volonté de leur faire mal. À l'époque, dans son organisation, Paul était devenu le spécialiste de l'armement anti-émeute de la police. Donc ça, en fait, c'est tout ce qu'on récupérait sur les lieux de manifestation. Ces munitions, on les étudiait, c'est-à-dire on regardait ce qui était inscrit dessus. Donc par exemple, ici, on voit, il est marqué un lanceur 50 mètres. Donc on savait que ça, c'était des lanceurs 50 mètres. Ça, c'est les anciennes douilles de flashball, avec les balles en caoutchouc qui ressemblent un peu à une balle rebondissante. Donc c'est l'équivalent d'un uppercut quand on se la prend. Donc en fait, le but, c'était de rapporter un maximum de renseignements, de faire des tracts par la suite, afin de perfectionner en fait les militants et les nouveaux venus, surtout les nouveaux venus en fait, pour éviter par exemple de ramasser une grenade qui peut exploser dans la main. Paul estime qu'aujourd'hui, les nouveaux venus dans les Black Blocs sont plus attirés par la violence brute que par l'idéologie politique. Il y a une radicalisation vraiment très très importante qu'on peut constater, mais une radicalisation rapide dans ces milieux. Voilà. Ils sont passés vraiment d'une manifestation lycéenne à la manifestation sous forme de Black Bloc. Voilà. Et entre deux, toute cette phase de politisation, d'apprentissage, etc., on a l'impression qu'elle a complètement disparu. On a des individus qui sont prêts à tuer, ça c'est sûr, des individus qui sont tellement radicalisés qu'ils sont prêts à aller très très loin. Paul était embrigadé, endoctriné. Il a mis des années à ouvrir les yeux. Lorsqu'on vieillit,
Au final, on se rend compte que autour de nous, on n'a plus personne. Que tout le monde vous a lâché, que vos amis que vous aviez avant, ils vous considèrent comme un extrémiste, vous faites peur. Vous faites peur parce que vous tenez des discours qui sont tout autant intolérants que les discours de l'extrême droite. C'est exactement la même chose. Et un jour, il y a un déclic qui se produit. Vous vous rendez compte que la société est toujours là, le système est toujours là, il sera toujours là, il sera toujours présent. Et au final, ça n'a amené à rien. Vous avez perdu 5-6 ans de votre vie à faire ça. Et au final, pour rien. Pour rien. Aujourd'hui, Paul a un métier, une compagne. Ses années de guérilla sont bel et bien derrière lui. Nous poursuivons notre enquête sur les Black Blocs à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, près de Nantes. Les hommes en noir partagent les mêmes idées révolutionnaires que certains zadistes. Ils veulent créer un monde sans État. Les Black Blocs viennent leur prêter main forte lors des affrontements contre les autorités qui veulent les déloger. Lundi 9 avril, 3 h du matin. 2500 gendarmes vont tenter d'évacuer les lieux. Le sujet est sensible. Les autorités veulent maîtriser les images concernant l'opération. Ce sont les vidéos des gendarmes qui vont alimenter les rédactions. Les journalistes sont tenus à l'écart. Une image non validée par les autorités et mal interprétée pourrait enflammer les réseaux de l'ultra-gauche et déclencher l'arrivée de renforts chez les militants. Après avoir dégagé la route principale, les militaires progressent sur la zone. Nous avons réussi à passer du côté des zadistes. Jusqu'au lever du jour, les deux camps se font face, à 50 mètres l'un de l'autre. Force au service de putain d'enculés, quoi! Et vous vous retrouvez à être des soldats de ce putain de système! Cette étrange phase d'observation va être de courte durée. 1 heure plus tard, quelques zadistes enflamment des barricades et jettent les premiers projectiles. Les gendarmes répliquent avec des gaz lacrymogènes avant de charger. Les zadistes se replient pour mieux contre-attaquer avec des fumigènes et des pétards. Chez eux, on aperçoit quelques hommes en noir, des Black Blocs. Ils sont très organisés. Des personnes sont là pour soigner les blessés. Street Medic est inscrit sur leur casque. Attention! Dans quelques heures, les affrontements seront beaucoup plus violents. Pendant ce temps, le mirador du Lama Fâché, l'un des symboles de la ZAD, plie sous les coups des bulldozers. Mais à quoi ressemble cette contre-société que veulent créer zadistes et Black Blocs? Quelque temps plus tôt, nous avions rencontré certains des 200 militants qui occupent illégalement les lieux. Nous étions là, au mois de janvier, le jour de l'annonce par le Premier ministre de l'abandon du projet d'aéroport. Parmi les opposants au projet, certains n'avaient aucun lien avec la région. Ils sont d'abord venus pour soutenir les locaux, puis ils ont pris possession des lieux pour créer un monde alternatif. Ben est arrivé en 2011. Il s'est installé ici avec sa femme et ses 3 enfants. Il habite illégalement cette maison rachetée par l'État. Ben se tient prêt à riposter si on tente de l'en expulser. Je peux pas savoir ce qui va se passer. Soit on va arriver à un accord, soit il faudra reprendre la lutte. Mais je crois que les dernières années ont prouvé qu'on était largement capable de faire face au gouvernement. C'est pas une question d'action violente, c'est une question de défense active. En fait, moi, quand on me met une baffe, je tends pas la joue gauche, quoi. Je me défends, en fait.
Par contre, moi, je vais pas attaquer l'adversaire, je vais pas les provoquer, j'ai pas la haine, je sais pas quoi. Mon rêve, c'est pas de brûler du flic ou je sais pas quoi. Simplement, s'ils viennent détruire ma vie, mes rêves et ma maison, je la défendrai jusqu'au bout, c'est sûr. Mais Ben semble oublier que cette maison qu'il compte défendre n'est pas la sienne. Ben a lâché une vie urbaine qui ne lui convenait plus. Simplement, quand on habite en ville, ça veut dire qu'on milite en ayant le mode de vie qu'on exècre. C'est quelque chose d'assez schizophrénique, quelque part. On laisse pas vraiment de traces pour l'avenir et pour le futur. Et ici, c'est le seul endroit qui permettait de lier les deux, quoi, la théorique et le pratique. Et ça, ces principes, justement, ouais. C'est lesquels? Comment tu les décrirais, les principes? C'est simple. Un monde plus juste, un monde solidaire et égalitaire. On ne demande pas grand-chose, hein. Ben, l'ancien citadin, s'occupe désormais de cette ferme expérimentale. Il montre fièrement à Michel, son ami, son dernier projet. De quoi t'as pas vu? Le début de la mare, là? Ouais. Ah, c'est que le quart ou le tiers de la mare, encore. S'il creuse ce trou, c'est pour en faire une mare au canard. Ben, qui n'avait aucune connaissance en agriculture ou en horticulture avant d'arriver dans la ZAD, fait pousser des légumes et des herbes. Il y a aussi bien des plantes médicinales que des plantes vivrières, que des plantes qui n'ont rien à voir, qui sont là uniquement pour apporter un complément à l'écosystème. D'où viennent toutes ces connaissances? Les connaissances, elles viennent que quand on s'intéresse aux choses par soi-même, en général, on découvre des tas de choses, alors que quand on suit les lignes tracées toutes droites par l'INRA et les écoles d'agronomie, en général, on finit sur des cultures qui ne font que détruire le sol et qui sont extrêmement pauvres en qualité nutritive en réalité. Ben a conçu sa plantation sans respecter les normes classiques agricoles. Est-ce que vous êtes inscrit à la Chambre d'agriculture? Ah non, surtout pas. Nous, on fait de l'expérimental. Et en fait, si on se déclarait à la Chambre d'agriculture, il faudrait qu'on respecte des normes, ce qui nous empêcherait en réalité de mener à bien nos expérimentations. Donc on ne peut pas se permettre d'être inscrit à la Chambre d'agriculture si on veut pouvoir continuer nos recherches. Oh oui, bonjour Iggy. Ben et Michel sont attachés à leur projet. Un monde dénué de rapports marchands. Un peu plus loin dans la ZAD, cette grange a été retapée et transformée en auberge. On a un petit truc à fêter? Bah oui, on va arroser ça quand même. Bon, bah. Ici, on cuisine les produits de la ZAD. Les poulets de la lutte qui ont été élevés ici. Tout est à prix libre. Chacun donne ce qu'il veut. Les zadistes veulent créer une zone autonome. L'idée, c'est sortir d'une certaine économie, de l'économie qu'on pourrait dire l'économie classique. Et ça passe par le fait de travailler beaucoup, à produire des choses, à faire plein de choses, mais de manière bénévole, et de mettre tout ça en partage. Ces occupants de la ZAD veulent s'affranchir de l'économie, vivre entre eux selon leurs propres règles, en dehors du système. Ils sont libertaires, ils ne se reconnaissent dans aucun parti politique. Il faut qu'ils apprennent à pas avoir peur, à associer ce truc-là au lait. Voilà, c'est bien, regarde mon pote. Tu vois, tu peux être dedans, tout va bien. Comme ses camarades, Jojo rejette l'État. Moi, je me considère ni comme un zadiste, ni comme un militant d'ultra-gauche. C'est pas un truc genre je suis anarchiste ou communiste ou machin, un modèle tout fait. Où est-ce que tu te places sur l'échiquier politique finalement? La définition la plus simple, ce serait dire qu'on est des révolutionnaires, qu'on est des gens qui ne croient plus en la politique classique et qui n'ont pas de modèle, de système tout fait à présenter, qui essaient juste, là où ils sont, depuis une diversité de compositions, de faire les gestes qui permettent de mettre en échec l'État. L'État, lui, veut faire respecter le droit, tout en sortant de l'impasse. Alors la préfecture a proposé de ne pas expulser les zadistes, qui régulariseraient leur situation, en déclarant leur projet aux autorités. Les autres seront délogés. Retour en avril 2018. Les gendarmes poursuivent leur opération de destruction de squats. Ils font face à des zadistes soutenus par des Black Blocs. Ils sont chez eux, ils sont tranquilles. Sur le toit de ce qu'on appelle la chèvrerie, une cabane de terre, de paille et de tôle, un homme et une femme cagoulés tentent de faire barrage au bulldozer.
Il est solide ce toit, pourtant on l'a fait nous-mêmes avec nos petites mains, c'est une maison en terre, regardez. Pourquoi vous voulez nous faire chier, putain? Laissez notre cabane tranquille et dégagez. Vous voulez vraiment qu'on vous tue, ouais? Au cœur des affrontements, la bataille de l'image continue. Zadistes et gendarmes se filment les uns les autres. Reculez! Dans le champ voisin, une centaine de gendarmes ont affaire à un groupe de militants cagoulés qui tentent de protéger cette cabane de la destruction. Quelle est la stratégie pour résister? L'idée, c'est de prendre la tâche de plus en plus difficile, de plus en plus compliquée, tenir le terrain le plus possible, de manière à ce que le conflit devienne tellement étendu dans le temps qu'il finisse par être trop coûteux à l'État et qu'il se retire. Les militants harcèlent régulièrement le cordon de gendarmes. Les forces de l'ordre finissent par répliquer, avec un écran de gaz lacrymogène. Cette diversion permet de déloger les deux récalcitrants sur le toit. Les gendarmes embarquent l'homme et relâchent son ami. Elle assiste impuissante à la destruction de sa cabane. L'autre personne qui était sur le toit, elle est où? Où est-ce que vous l'avez embarqué? Répondez! En fait, l'homme a été pris en charge par les pompiers. Il était blessé à la main. Putain, aucune sensibilité. À la chèvrerie, la bataille est perdue pour les zadistes. Sur les chemins de la ZAD, il y a des barricades partout, prêtes à être enflammées. Elles sont piégées avec des bonbonnes de gaz. Plus loin, sur le front principal, un Black Bloc s'est formé. Ces combattants sont venus de toute la France, et même de l'étranger, prêter main forte aux occupants historiques, comme Michel, que nous avions rencontré quelques mois plus tôt. Ici, vous voyez, il y a des centaines de personnes qui sont déterminées au point de respirer les gaz. Comme ça, on arrive à tenir la police, pourtant, alors qu'ils ont des engins, des espèces de blindés, comme des chars d'assaut blindés. Vous voyez, ils tirent des grenades, mais ils peuvent pas. Ils n'arrivent pas à avancer parce qu'on est là. Avec la présence des Black Blocs, la violence monte d'un cran. Ils apportent leur organisation et leur technique de guérilla. Certains sont affectés à étouffer les grenades lacrymogènes avec de la boue. Pendant que d'autres contre-attaquent avec une catapulte artisanale qui envoie de gros projectiles. Des réserves de boules de pétanque et de cocktails Molotov sont prêtes à l'emploi. Les forces de l'ordre tentent de repousser les militants avec des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes. Ces affrontements violents vont durer près d'une semaine. Au bout de la route qui traverse la ZAD et qui a été bloquée pendant 6 ans, La Pâquelée est un village asphyxié. Faute de passage, les commerces ont mis la clé sous la porte, les uns après les autres. Pascal, le boucher, n'en peut plus. Depuis 6 ans, le café-tabac a fermé, le restaurant plus haut a fermé, la boulangerie a fermé, la pharmacie a fermé. Comme tous les commerçants restants, on n'attend qu'une chose, c'est que la départementale ouvre le plus rapidement possible. Chez Catherine, la coiffeuse, c'est également l'exaspération qui domine. Enfin, moi, je veux plus en entendre parler. Et nous, on a des projets, on paye nos impôts, on paye tout. Alors, que tout le monde soit à la même, étiquette. Il n'y a pas de raison qu'il y a des lois pour certains, des lois pour d'autres. J'ai toujours payé tout ce que je devais, alors j'estime qu'eux, c'est pareil. Ces gens qui font du pain, qui élèvent des bêtes, voilà, ils n'ont aucun contrôle, alors que nous, on nous contrôle pour un oui, pour un non. Depuis le début des opérations d'évacuation, 29 squats ont été détruits par les forces de l'ordre. Les gendarmes comptent 70 blessés dans leur rang. Il y en aurait 270 chez les zadistes et les Black Blocs. Au cours de notre enquête, nous avons aussi découvert que certains militants de l'ultra-gauche défendaient leurs idées en zone de guerre, en Syrie. Ils viennent combattre aux côtés des Kurdes, qui tentent de repousser Daesh,
et revendiquent un territoire. Ces volontaires français ont rejoint une organisation d'extrême gauche révolutionnaire et sont regroupés dans un bataillon international. Ceci est un appel à tous les militants de gauche, à tous ceux qui refusent de s'en remettre à l'État français pour combattre Daesh. Nous appelons ceux qui le peuvent à nous rejoindre, ici au Rojava. Dans leurs vidéos de propagande, ces militants appellent à libérer le peuple kurde de l'oppression. Ils soutiennent aussi ouvertement les combats que leurs camarades d'ultra-gauche mènent en France, notamment dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Parce que ce est principalement symbolique, émotionnel et effectif. La ZAD, c'est des formes communes de personnes qui utilisent des propres et variées pour construire quelque chose. Au Rojava, nous avons rencontré l'un de ces combattants français d'ultra-gauche. Raoul a 23 ans. Il vit dans une base des YPG, les rebelles kurdes. Il fait la guerre à leur côté depuis 16 mois. Moi, je soutiens l'expérience Rojavi. L'expérience Rojavi, à long terme, s'oppose à la modernité capitaliste, s'oppose au monde libéral et propose une alternative sociale qui est très clairement imprégnée à gauche. Raoul se définit comme anticapitaliste, mais aussi viscéralement antifasciste. Il combat avec les Kurdes ce qu'il appelle le fascisme islamiste de Daesh. Mais il combat aussi la Turquie qui a repris aux Kurdes une partie de leur territoire. Là t'es mort, pense à te baisser. Là il y a une fenêtre, c'est le territoire de l'ennemi. Après les batailles de Raqqa, ou plus récemment d'Afrine, Raoul a besoin de repos. Avant de repartir au front, il forme les nouvelles recrues venues de l'étranger. À l'arrière, c'est aussi des tours de garde. Et sinon, le reste du temps, c'est s'entraîner. Ou dernièrement, c'est aussi entraîner de nouveaux internationalistes qui sont venus. Là, c'est plutôt chouette, le fait de partager ce que j'ai appris. Et finalement, de donner des cours, comme j'en ai eu à l'origine, des cours militaires et de guérilla, c'est plutôt sympa. Raoul a été formé par les Kurdes à la guerre. Et en France, il a fait ses armes dans les Black Blocs, alors qu'il était encore étudiant. Attends qu'elle arrive. C'est bon. Raoul a été marqué par certaines scènes de guerre qu'il a vécues, en particulier à Raqqa, où il a perdu un camarade. Daesh a réussi à traverser nos lignes et a lancé une attaque ici. Ils étaient juste là, on les voyait courir. On a dû briser les lignes de Daesh pour aller sauver nos camarades. On s'est aperçu qu'ils avaient eu un blessé. On était 3 à le porter sur un matelas. Et l'ennemi nous tirait dessus, on n'entend pas, mais les balles continuent à siffler autour de nous. C'était assez stressant comme situation. Et lui était vraiment mal en point. Et il est décédé, je crois, 1 heure après, parce qu'il a perdu trop de sang. Son nom, c'était Roufak. Il avait 21 ans. Et il est mort ce jour-là. On a vraiment fait notre possible pour le sauver, mais ça n'a pas suffi. Raoul est prêt à mourir pour son combat. Et pour lui, la révolution ne s'arrêtera certainement pas au Kurdistan. Moi, je crois en la révolution mondiale. Je ne crois pas aux frontières, donc je pense qu'il faut répandre, il faut propager nos idées. Et aujourd'hui, c'est au Kurdistan. Demain, ça sera peut-être en Europe, qui sait. Pour Raoul, tout est bon pour mener à bien la révolution, même les moyens les plus radicaux. Pour en finir avec la société actuelle, pour abolir un système, il faut user de la violence. Ça, c'est un fait. Après, par rapport à la lutte armée, qu'on soit très clair, moi, je n'ai aucun appétit pour la violence. Je n'aime pas ni la guerre ni la violence. Mais si l'ennemi ne laisse pas le choix et s'il faut la vivre encore pour essayer de se libérer du monde actuel, moi, je suis préparé. Je suis préparé. Parmi les rares choses que Raoul a amenées de France, il y a des livres. J'ai peut-être relu 2 ou 3 fois chacun d'entre eux pour m'occuper sur le front de Raqqa. Dans ces lectures, il puise son idéologie libertaire, révolutionnaire et anti-police. Je pense que c'est très intéressant, très formateur aussi par rapport aux nouvelles techniques d'État et de police. La police n'étant pour moi rien de plus qu'un gang armé au service d'une mafia, qui est la mafia d'État. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que tout ce temps qu'on est les révolutionnaires ici, non seulement en Europe, on a déjà vécu la répression, et en rentrant, on la vivra encore plus. Avant de partir, le jeune homme était déjà surveillé par les autorités en tant que membre de la mouvance d'ultra-gauche. Aujourd'hui, avec leurs connaissances militaires, lui et ses camarades inquiéteraient encore plus les services de renseignement. Donc bien sûr que je serais considéré comme une menace. D'ailleurs, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas, ça je le sais. Et de fait, moi en France, je pense que je ne ferai rien. Parce que je serai encore plus surveillé qu'avant. Par contre, je pense que c'est le devoir d'autres camarades qui ne sont pas forcément dans la même situation que moi,
qui sont un peu plus libres, un peu moins surveillés, un peu moins suivis par les renseignements. C'est leur boulot à eux, je pense, de mener, de continuer des actions. Pour l'instant, Raoul n'a pas encore prévu de revenir en France. Comme lui, il serait plusieurs dizaines de militants de l'ultra-gauche à être passés dans les rangs de l'armée kurde. À Paris, 3 jours après les affrontements du 1er mai, sur 102 personnes placées en garde à vue, 47 ont été déférées au tribunal.